Bonsoir tout le monde, merci de votre fidélité. On est parti pour cette émission de Backcheck, toujours avec Gilles Montandon, Florian Conce et Stéphane Rochette pour vous faire passer la meilleure des fins de soirée. Et comme il y a eu beaucoup de choses à dire, eh bien, on va déjà vous résumer cette soirée. Quand je vois bien jouer, je grimpe au rideau. Genève, s'il vous plaît, changez de chauffeur de bus. Bon, c'est bien. Bon, qu'est-ce que je peux dire après ça, moi? Destin croisé, je vais rester dans le traditionnel. Destin croisé pour Fribourg et Lausanne. Courte victoire de Fribourg en prolongation. Courte défaite de Lausanne à Langnau. Mais tout de même une défaite. Ouais, et du côté de Langnau, c'était un petit peu la fête nationale finlandaise. Il y avait un homme en feu. Il avait peut-être à cœur de briller face à son ancienne équipe. C'est Harry Pessonen, auteur de 2 buts, 1 assist ce soir. Et on va se rattraper avec Stéphane Alain. Nos 2 consultants nous ont pris de court avec d'excellentes phrases pour résumer cette soirée. Et je vous propose justement d'entrer dans la première des rencontres qui va nous intéresser là dans les minutes qui suivent, à savoir la rencontre qui a été celle du match studio aujourd'hui entre Langnau et le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui cherchait à confirmer un 2e succès consécutif et des Emmentalois qui cherchaient simplement à aller sur le bon rythme qu'ils tiennent dans ce début de saison. Et cette rencontre va parler en faveur des joueurs d'Einsellers en premier, Florian, avec l'ouverture du score avec une très belle phase de jeu. Ouais, on a parlé pendant le match, une très mauvaise sortie de zone après un face-off de Lausanne. Langnau qui récupère un bon puck dans le fond de la zone, on voit un bon shoot direct. C'est un super jeu de Langnau. Ça va être un petit peu la thématique de la soirée, de courir après le score pour les Lausannois, Gilles, mais ils ont su toujours trouver les moyens d'égaliser. Oui, effectivement, on en a parlé au 2e tiers-temps, justement, c'est que quand vous êtes toujours en retrait, vous marquez un goal, vous venez, parce qu'un goal, c'est toujours jouable. Et puis tout d'un coup, vous arrivez à la fin du match, puis il vous en manque un, quoi. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que sur les 40 premières minutes, Lausanne n'a quand même pas lâché son os, a essayé de revenir, mais faire autant de fautes défensives, à un moment donné, votre match, vous le perdez. Il y a eu le but de Mitchell que vous avez découvert, mais Langnau et le festival de Pessonen qui était à la passe sur le 1-0, mais il va devenir buteur, le Finlandais. Et regardez sa réussite de Stéphane du coin là, de la patinoire. Il prend sa chance dans un angle quasiment impossible, mais tout lui réussit. Les pucks passés en dessous des jambières de Turkirchen ce soir. Le premier passant en dessous de sa jambière, celui-là aussi, il va s'en vouloir, il est dans un angle vraiment fermé. Je pense, comme Gilles l'a dit, l'a bien mentionné après le premier tiers, il rate son tir. Je pense que Pessonen rate son tir tout simplement. Mais Lausanne a encore des moyens, ne doute pas, n'est peut-être pas encore trop dans la crise. Le jeu est là, il manque peut-être des petits détails. Et on apprécie le retour gagnant depuis sa blessure au poignet de Jeffrey, Florian. Ouais, un super jeu de Junland directement pour Jeffrey. Par seul au but, il laisse aucune chance à Tchatcho, au-dessus de l'épaule. C'est des buts qu'on aimerait voir un peu plus souvent du côté de Lausanne. Comme on a dit, c'est un but de 2e tiers. Hein? On l'a dit aussi. Le défenseur droit de Langnau, celui qui est du côté du banc, a changé. Puis au 2e tiers, le banc, il est loin. On a vu Huguenin, c'est lui qui sautait sur la glace. Vous l'avez vu apparaître dans le bas de l'écran. Mauvais changement. Puis Jeffrey a sauté sur l'occasion, évidemment, pour se glisser derrière la défensive. Et Junland, évidemment, toujours un super passeur. Donc, on a payé le prix du mauvais changement. But de 2e tiers. Et on va revenir vers toi, Stéphane, pour le but suivant que l'on va revoir avec une séquence à la tablette qui permet à la formation des Tigres de Langnau de repasser une 3e fois devant ce soir. Ouais, c'est le but qui a fait la différence, pas fait la différence, mais qui a donné les devants à Langnau. Et là, on est à 4 contre 5 du côté de Lausanne. Et là, il y aura une mésentente claire entre le gardien et puis Genadi. Genadi qui va précipiter son geste. Un geste un petit peu de panique. On va voir la séquence. Regardez, c'est parti sur la tablette. Le joueur, c'est une mauvaise pièce de jeu de Langnau qui est en power play. Regardez, il n'y a personne qui va vraiment aller chercher cette rondelle. Il va balancer le puck très, très fort dans la zone. Et il n'y a aucun joueur de Langnau, regardez, il n'y a aucun joueur de Langnau qui peut forechecker. Il y a Genadi ici qui va être le premier. Il voit ça, il dit « OK, je vais vite aller récupérer la rondelle pour dégager. » Le puck va dans l'arrondi. Premièrement, Turkirchen est un peu en retard. Il n'arrive pas. Le puck, il est en train de... Pardon.
le puck arrive ici. Turkeshan est un petit peu en retard, mais le puck a été balancé très fort. Donc, il ne maîtrise pas tout à fait cette rondelle. Le puck gicle vers Genadzi. Regardez, on arrête ici. Il n'y a aucun joueur de Langnau à l'écran. Vous le voyez, là? Et là, Genadzi, il pense, il n'a pas pris sa quittance, il n'a pas regardé derrière. Il veut dégager rapidement. Lausanne est à 4 contre 5. Il se dit, moi, je veux dégager, mais il n'y a aucun joueur proche de lui. Regardez encore une fois. Personne, toujours personne. Le premier, il arrive, c'est Petzonen, il est là en haut. Et là, Genadzi précipite son geste. Aucune communication. Personne ne lui a dit qu'il n'était pas dans l'urgence. Rate complètement son jeu. Et Petzonen hérite de cette rondelle. Turkeshan, allez, une erreur de son défenseur, mais il ne doit pas prendre celui-là dans un angle aussi fermé. Petzonen, tout roule dans l'or pour Petzonen. Il transforme rien en mais quand tu parles de communication, j'ai l'impression que Genadzi, il va sur son puck et il ne sait pas qu'il a le temps. Personne ne lui a dit, normalement, il faut vraiment crier le plus fort, le time, exactement, comme ça relaxe le gars. Puis il est quitte de faire ce genre d'erreur, là, parce que là, tu prends le 3-2 derrière. C'est clair que c'est une faute technique, il a l'air. Ouais. Il a l'air vraiment con là-dessus, mais sérieusement, il doit aussi regarder derrière, là, parce qu'au moment du départ de la rondelle, il y a les 5 joueurs de Langnau, puis il n'y a personne qui arrive avec de la vitesse. Donc, tu dois bien se douter qu'il n'y a pas de forechecker. C'est un mauvais jeu de Langnau. Il doit regarder derrière, quelqu'un doit le renseigner, pas le gardien derrière la cage, mais les défenses. Time, il peut prendre le contrôle de cette rondelle, dégager facile. Parce que vous l'avez vu, il n'y avait personne à quoi, 5-6 mètres, 7-8 mètres? Finalement, c'est lourd de conséquences parce que c'est le but qui fait tourner le match, Florian. C'est clairement, là, c'est ce qui crucifie un petit peu Lausanne. Hein. On voit, c'est typiquement le manque de confiance. Un gars comme Genadzi, pourtant qui est un super joueur, il n'a aucune confiance en ce moment, certainement. Et puis là, il ne prend pas l'information, il est comme stressé et puis il veut faire au plus rapide, quoi. Il rate sa rondelle. Turkeshan était un peu en retard. Et je ne veux pas blâmer Turkeshan là-dessus parce que le puck est quand même balancé très, très fort. Des fois pour le gardien. Parce que souvent, le joueur se présente à la ligne rouge, puis si tu pars trop vite, puis il décide de te shooter vers la cage, t'as l'air stupide aussi. Donc, il a attendu, puis il était vraiment... Le puck était difficile à maîtriser. C'est là qu'on voit une fin de shoot, ça marche toujours, parce que Genadzi qui loupe le puck, malheureusement, c'est une fin de shoot. Turkeshan au goal, il est convaincu que le puck, il va arriver au 3e rang des gradins en face, et puis malheureusement, il reste là, il n'était pas prêt, quoi. Ouais, et puis là, on jouait 5 minutes encore à faire dans cette rencontre, et forcément que Lausanne va devoir prendre des risques ensuite, sortir son gardien. Et ce qui doit arrive. On encaisse le 4-2, Florian, dans la cage vide, signé Pascal Berger. Ça fait un souci affreux. Lausanne a tenté le tout pour le tout, on sort le gardien, et puis là encore, sur... On est 6 contre 5, on est assiégé. Sur toute la période où ils ont sorti le gardien, on ne les a pas vraiment sentis dangereux, et puis vraiment vouloir aller chercher ce dernier but. Hein. Il y aura un 4-3 dans les toutes dernières secondes, signé Corey Emerton, qui ne change pas la défaite du LHC, Gilles, mais qui met quand même devant le constat que Lausanne 2 n'arrive jamais à enchaîner. Le succès à Fribourg est donc effacé avec cette défaite et que Lausanne ne voyage pas très bien. Hein. C'est un seul succès à l'extérieur pour l'instant. Ouais, ça c'est, faut le dire vite, hein, qu'ils ne voyagent pas bien, hein, parce qu'effectivement, là, je pense qu'il faut commencer à sérieusement poser des questions. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui ne travaille pas assez fort. Travailler, ça ne veut pas dire bourriner pendant 60 minutes, mais ça veut dire être concerné, être concentré, de flairer les bons coups, de capitaliser quand il faut. Là, c'est une équipe. Est-ce un problème de confiance, de communication? Je veux dire, il y a un peu tout qui ne va pas, quoi, momentanément. Donc là, il faut d'abord que les joueurs prennent un peu plus sur eux. Il y a moyen, je veux dire, ils ont des joueurs d'exception, hein, mais simplement, c'est les artistes qui font le spectacle, mais les artistes, là, il faut qu'ils soient au point, puis momentanément, ils ne sont pas tellement... Moi, j'ai senti que le début de l'année, puis avec Peltonen, on jouait vraiment le style finlandais, on reculait à 5 au milieu quand on n'avait aucune chance de récupérer la rondelle, on jouait une défensive de zone très, très serrée, le style comme Tormainen, comme à Berne, etc. Et ça marchait bien. Et puis là, comme on est en manque de confiance, on ne marque pas de but, j'ai l'impression qu'on est sorti un peu de ce plan de match. On a vu des engagements en zone de défense très offensifs, assez étonnants, surtout contre Langnau, on en parlait justement. Et puis, on est sorti, j'ai vu, on a analysé ensemble des forechecking agressifs, mais qui n'étaient pas bons. Où là, je pense qu'on cherche complet. On a perdu nos repères. Et puis, on a voulu changer des petits trucs. Et puis là, les joueurs semblent complètement perdus, notamment dans la phase défensive. On va voir les mots que trouvent les joueurs du LHC quand ils sont à l'interview. Et on va notamment écouter Joël Genadzi. Joël Genadzi, une défaite sur la route. Au-delà de l'erreur que vous commettez en fin de partie, il y avait mieux à faire, hein, il y avait mieux à chercher ici. Ouais, je pense que
On avait de la bonne énergie, surtout troisième période. On n'a pas très bien joué tout le match, mais je pense que dans la troisième période, on avait de la bonne énergie jusque... Ouais, j'ai fait une boulette là, ça me fait vraiment mal. Je vais m'excuser à tout le monde. J'ai essayé, mais si ça tourne pas, des fois ça tourne pas. Et puis, j'ai pas d'excuses, c'est ma faute. Et puis, ouais, c'est dur si tu laisses sur l'équipe qui travaille dur, surtout troisième période. Ouais, ça fait mal, ça, je peux pas expliquer. On a vu de nouveau dans ce match encore des brassages de trio, des lignes qui changent très souvent. Vous recherchez encore? Je sais pas, les défenseurs, on a joué différent ce soir. Pour les attaquants, je peux pas trop dire, c'est pas mon jeu. Ok, merci Joël. C'est pas la mine des grands jours pour venir s'exprimer devant les médias pour les joueurs du LHC. Mais nous, on va passer à notre chronique top et flop. Chacun de nos consultants invités ce soir a choisi son joueur préféré ou son flop. Et Gilles, tu vas commencer avec le top, c'est bien sûr le Finlandais en feu. Alors, sans surprise, Pessonen. Effectivement, quand on joue au hockey sur glace, pour que ça paraisse facile, comme ça paraît apparemment facile pour lui, il faut avoir le temps de jouer. Et j'ai remarqué, c'est un garçon qui a le sens du timing exceptionnel. Il flaire tous les bons coups. Il a marqué sur des super goals, et sur des super actions. Il a réussi à récupérer des pucks quand Lausanne avait le puck en zone défensive. Il est toujours bien placé. Il a un sens du jeu, mis à part les skills individuels qui sont extraordinaires. Coup de patin, super. Il est capable de shooter le puck. Il est capable de dribbler. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment son sens du timing. Il flaire vraiment les bons coups. Puis quand il voit, il a une très bonne gestion de l'effort. Quand il voit qu'il peut rien faire, puis que ça se passe pas de son côté, il panique pas trop, il stresse pas, il force pas les passes. Il a un sens du timing assez exceptionnel. Je pense que ça vaut la peine de le regarder, d'analyser pour que les jeunes puissent apprendre un petit peu à jouer. Oui, c'est clair qu'il est très beau à voir jouer et d'autant plus quand ça fonctionne. Le flop, on a mis une photo, vous l'avez peut-être reconnu, de Jonas Junland, mais Florian, tu vas plutôt nous parler, on va dire, de l'aspect défensif général de ce LHC. Ouais, ce soir, je pense que l'ensemble du jeu défensif lausannois a vraiment pas été bon. On a vu un bon nombre de fois où c'était soit des mauvaises passes, on l'a vu sur le premier but de Langnau, un mauvais jeu après un face-off. Je pense que dans l'ensemble, ça commence aussi par les attaquants, parce que de nombreuses fois, on les a vus se faire aspirer par le puck en zone défensive. Et puis là, c'est vraiment une question de concentration, d'engagement. Ce n'est pas une question de talent, parce que la défense de Lausanne est bourrée de talent, mais je pense que maintenant, il faut vraiment qu'ils se remettent en question et puis qu'il va falloir bosser pour avoir un jeu défensif correct, parce que quand une équipe de Langnau donnait autant de chances que ça, c'est vraiment trop dangereux, quoi. Il faudra rapidement des points pour le LHC, au risque sinon de voir quand même le bon wagon peut-être s'éloigner. Allez, autre rencontre. Zurich face à Bienne. C'est le champion face à l'équipe en forme de ce début de saison. Et la tendance, on va dire, s'est vérifiée sur le fait que le HC Bienne, après ses 2 défaites, a retrouvé de quoi sourire et tout même lui a souri ce soir. On rentre dans cette rencontre dans le 2-0, mais j'aimerais lancer une thématique, messieurs. Ce soir, on va aller voir. Le 1-0, c'était déjà une erreur défensive. Le 2-0, Marty se loupe à la ligne bleue. Le 3-0 également, il n'y aura personne en défense. Alors Zurich, Gilles, aujourd'hui, était aux abonnés absents. Il n'y a personne dans la cabine défensive. Oui, effectivement, c'est des pucks qui ne sont pas toujours évidents à contrôler, mais comme vous n'êtes pas sûr du pas que vous allez faire en avant, faut le faire en arrière, quoi. Et là, effectivement, c'est des joueurs qui ont toujours l'habitude de partir vers l'avant comme ça. Et puis là, il y a une super opportunité du joueur d'attaque de Bienne et de surcroît qui gagne son duel à la fin. Donc effectivement, alors bien sûr, quand vous êtes défenseur, vous n'avez plus tellement le droit à l'erreur parce que vous êtes attaquant, vous perdez le puck, c'est encore pas trop grave. Mais du moment où vous êtes défenseur, vous perdez le puck. Quand vous êtes le dernier, c'est souvent des goals. Le 3-0, Florian, ça se passe de commentaires. Il y a un mauvais placement supplémentaire de la défensive zurichoise. Et puis, on a quand même des joueurs de qualité et surtout aussi en confiance du côté de Bienne. Jason Fuchs, même Chantré qui a marqué un joli but avant. Ria qui avait ouvert le score. Ça sourit pour Bienne dans ce début de match au Hallen Stadium. Ouais, on voit, c'est un peu là, ça rigole sur des buts comme ça. Ça fait des petits jeux, ça combine. Zurich, bien sûr, un peu à l'ouest. Et puis à la fin, ça fait des jolis buts à voir.
Il y aura une réduction du score pour la formation zurichoise. Ça va être le but inscrit par les jeunes. Hein. C'est un joueur qui carbure bien, c'est Bachhoffner avec son casque jaune, mais c'est Prassel, Stéphane, qui permet à ce moment-là peut-être à Zurich de se dire à 13 minutes de la fin de la rencontre qu'il y a encore peut-être moyen de faire quelque chose. C'est sûr, à 13 minutes, 3-1, tu dis OK, tout est possible. C'est un but qui tombait assez à point pour Zurich. Prassel, il va faire preuve de patience, regardez bien. Voilà, ça, il y a beaucoup de joueurs qui auraient tapé comme des malades dans le puck pour tenter de transpercer le gardien, mais lui, c'est fait une petite passe pour lui-même. Et c'est une touche que j'aime bien. J'aime bien ce Prassel devant la cage. Mais là, écoutez, revirement, regardez, revirement, bien étant power play. Ça, c'est le but qui a tué le match. On vient à 3 goals d'écart, mi-chemin dans le 3e tiers. Le tir de Rayala. Rayala, c'est le Pesonen de Bienne. Elle est juste à l'intérieur du poteau. Rien à faire pour le gardien. Pas un tir à mi-distance. Et Rayala, tout lui sourit aussi cette année. Regardez, hein, quand on dit que tout va bien pour Bienne, la réussite numéro 5, c'est Pouliot qui va la mettre de son fessier pour donner encore un avantage plus conséquent à Bienne, Gilles. Mais par contre, c'est hyper bien joué parce qu'on voit que Rayala, il feinte son shoot, il la glisse sur Brunner. Bon, bien sûr, après le gardien, regardez où il y a le gardien, plus de gardien. Donc là, après, vous êtes devant le goal, ça vous tape la cuissette, un gant, le casque, peu importe. Le puck, il faut qu'il finisse au fond. Je veux dire, c'est extrêmement bien joué, mais c'est clair que la passe de Rayala est juste superbe. Il y aura un petit moment de fébrilité quand même pour les Biennois parce que Baltisberger va inscrire le 3-2 et Noro le 5-3 à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre. On pensait, Florian, peut-être avoir fait le plus dur en gagnant 5-1 au Hallenstadion avant de se relâcher. Ouais, je sais pas, c'est difficile à dire. Hein. C'est sûr que peut-être que Zurich a un petit peu de fierté chez eux devant les fans, ils ont essayé de revenir, mais je pense que dans l'ensemble, Bienne devait quand même bien gérer leur fin de rencontre. Il y aurait même un 6e et dernier but inscrit par Damien Brunner dans la cage vide pour sceller le score final à 6-3. C'est donc une nouvelle belle performance, Stéphane, de HC Bienne décomplexé une nouvelle fois. Oui, la semaine passée, ça allait un petit peu moins bien. Perdu en coupe aussi, etc. Mais là, ce soir, de nouveau, ça a de nouveau l'air facile. Comme Serge disait, je l'ai dit, quand ils voient bien, ils grimpent au rideau, mais ils jouent bien. Ils ont du talent, ça rentre. On trouve toujours des solutions. Ça a l'air facile, quoi. En tout cas, évidemment, on n'a pas suivi ce match-là du coin de l'œil, évidemment. Mais ça, une victoire facile à Zurich. Et du coup, à l'interview, le joueur qui est venu à notre Mikos devrait logiquement être plus souriant que Joël Genadzi. Il a marqué le 1-0 ce soir. Il s'appelle Damien Ria. Damien Ria, ça a été au début un peu facile avec votre ouverture du score, les erreurs de Zurich qui vont également amener le 2-0. Ensuite, il a fallu batailler pour obtenir ce succès. Comment vous analysez cette rencontre ? Ouais, je pense qu'on a su vraiment sur les occasions qu'on avait mettre le puck au fond et puis peut-être un peu de chance, je dirais, dans le début du match. Puis ils ont mis une grosse pression. Notre gardien a fait un gros match aussi. Puis à la fin, on a réussi à s'en sortir et puis ramener ces 3 points. Après la défaite en coupe dimanche frustrante, ça fait du bien de gagner un match comme ça, non ? Ouais, non, c'est clair, il fallait réagir et montrer vraiment notre hockey et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Les propos de Damien Ria qui va permettre au HC Bienne encore plus d'asseoir sa place de leader. Autre rencontre, Rapperswil face à Genève. C'est la rencontre qui maintenant va nous permettre de savoir enfin si Genève est capable de s'imposer à l'extérieur. Parce que ça n'est pas encore arrivé cette saison. Et face au néo-promu qui est distancé au classement, eh bien, on se laisse imaginer que la réponse peut être positive. Regardez ce qu'il s'est passé du côté de la patinoire saint-galloise avec un début de rencontre à l'avantage des Genevois de Max Sorlet qui vont inscrire le 1-0 avec Cody Almond, qui vont inscrire juste après le 2-0 avec Mercier. Florian, c'est le début de match qu'il faut faire pour se sentir bien à l'extérieur une première fois cette saison. Ouais, c'est vrai qu'on se disait là, Genève qui mène 2-0, enfin ils vont pouvoir ramener des points d'un déplacement. Malheureusement pour eux, ça n'a pas continué ainsi, quoi. La faute, finalement, au 2-1 qui va suivre, qu'on va vous montrer également, c'est Keish Ferry, Gilles, qui avait manqué un penalty en tout début de rencontre et là qui s'offre finalement la réduction du score sur une erreur, on va le voir, de Bézina là, qui va aller au sol en zone offensive et ça a précipité la rupture. Alors, on n'a pas regardé ce match-là spécialement, mais... Voilà, effectivement. décision.
Bon, là, c'est clair que là, de nouveau, une échappée, et il joue super bien, il fixe le gardien, il le met sur les genoux, il ne précipite pas. C'est vrai qu'en tant que gaucher, comme ça marche souvent. C'est que vous arrivez, vous mettez le puck un petit peu devant un 45 degrés, vous le mettez sur le côté, vous gagnez ça, il y a toujours de la place pour que le puck rentre, pour les gauchers. 2-1 et ensuite même 2-2 puisque le but en retour de période va être finalement la responsabilité, Stéphane, de Robert Mayer, peut-être mis à mal par le très bon début de saison de Gauthier Desclous. Et là, sa relance, c'est un cadeau. C'est un double cadeau. Sa relance est mauvaise, directement sur la canne, le tir, et là, il échappe le puck dans le but. Donc, double erreur sur le même jeu de Mayer. On l'apprécie encore plus, son erreur depuis derrière. Ça, c'est peut-être aussi une conséquence de la nouvelle règle. Il n'a pas voulu garder la rondelle, il s'en est débarrassé. Je pense que le bon jeu, est toujours facile à dire, mais le bon jeu aurait été de le mettre derrière la cage pour le défenseur qui veut. Ensuite, ce qu'il se passe, c'est que Rapperswil, qui a, on le rappelle quand même, le plus mauvais powerplay de la Ligue avec simplement 7% d'efficacité, va marquer 2 fois. Donc ils vont passer de 0-2 à 4-2 avec des buts de Smolenac et de Mason. Ça va vraiment mettre, on va dire, les Saint-Gallois en bonne position. Gilles, ils aiment jouer contre les équipes lémaniques. Ils avaient battu Lausanne. Et là, ils prennent une belle option. On va garder le suspense pour la fin de rencontre face à Genève en menant 4-2. C'est vrai que sur les premiers goals qu'on voit de Rapperswil, je veux dire, Genève n'est pas tout blanc dans l'histoire. Hein. C'est qu'on leur offre des goals. Je ne veux pas dire qu'on leur donne le match vu qu'on va garder le suspense, mais je veux dire, on les met dans le match. Là, à un moment donné, il faut stop là, ces sentiments-là. Il faut arrêter. C'est un métier. Il y a des fautes professionnelles là qui font nos garçons là. Il faut, je veux dire, c'est beaucoup trop important. De surcroît contre le dernier. Après, vous rentrez dans Genève, à Genève, tout le monde tire une gueule d'enfer dans le bus. Vous repartez à l'entraînement, tout est pénible, vous devenez susceptible. Non, des matchs comme ça, il faut juste les gagner. Non, on va voir le 4-2 qui est l'autre but encore en powerplay. Mais Florian, il y avait tout à faire pour que Genève le gagne ce match. Après 2-0, normalement, il ne doit pas y avoir d'histoire et on s'est compliqué la vie tout seul. Ouais, c'est vraiment dommage pour Genève d'avoir fait ce long déplacement rapide, je peux vous dire qu'il est long, et puis de revenir comme ça sans rien. Je pense qu'ils avaient certainement à cœur d'aller ramener ses premiers points de l'extérieur. Tu mènes 2-0 contre Rapperswil, qui a quand même beaucoup de peine en ce début de championnat. Donc ils avaient vraiment tout dans les mains, et puis je pense que Chris a dû quand même passer une petite savonnette dans le vestiaire. Oui, parce qu'il y a le 4-3 inscrit par Douai qu'on est allé voir à la vidéo pour voir qui le déviait et comment il avait été dévié. Il a été finalement validé. Il restait 7,52 à ce moment-là. Gilles, il y avait encore du temps peut-être pour espérer revenir malgré l'avantage encore pour les Saint-Gallois. Oui, complètement. C'est vrai que quelques minutes de jeu suffisent pour tourner un match. Mais après, je ne veux pas dire qu'ils n'y ont pas cru, mais voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de précipitation après? On voit que Genève n'a encore pas gagné un match à l'extérieur. Donc ça ne veut pas dire que tout d'un coup, quand on décide de vouloir le gagner, on le gagne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il faut marquer des goals, il ne faut pas en prendre. Alors c'est clair, il faut commencer à marquer des goals, 4, 5, 6 goals à l'extérieur pour pouvoir gagner un match, ça va être difficile. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter dans ce début de saison. Stéphane, Rapperswil est quand même, on va dire, l'équipe distancée qu'on se doit d'aller battre. Je vous rappellerai que Lausanne a perdu là-bas aussi. Il y a comme des équipes qui vont gagner, ils vont faire quelques points, ces équipes-là. Puis malheureusement, ils vont grappiller des points. Puis à chaque fois qu'une équipe va aller perdre contre eux, l'équipe qui perd, ça va dire c'est un match inadmissible, etc. Mais ils vont finir par en gagner. Mais ce qui est inquiétant, c'est la façon que Genève voyage. Encore une fois, on les sent amorphes, etc. Vous allez me dire que s'ils gagnent les 25 matchs à domicile, c'est 75 points, ils font les playoffs. L'affaire est dans le sac, mais ça ne va pas aller comme ça. Hein. On finit par s'accrocher à la maison. Il va falloir qu'ils gagnent des matchs à l'extérieur. Forcément. Ouais. Et pour savoir comment ces 6 défaites consécutives désormais à l'extérieur sont vécues du côté du GSHC, je vous propose l'interview du capitaine Noah Rod. Noah Rod, vous aviez tout en main, 2-0 et puis patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je pense qu'on a commencé le match un peu sur leur retrait. Ils sont arrivés très fort et on arrive quand même à mener 2-0, mais après on fait quelques erreurs individuelles, ça arrive dans le hockey. Puis on ne marque pas nos occasions, donc voilà. Quand on perd comme ça, face à une équipe qui n'en gagne pas beaucoup, on se dit quoi? On n'a pas été bon tout simplement? Ouais, ça n'a pas été notre meilleur match de hockey de la saison. Mais ma foi, ça nous met une petite claque et puis ça nous réveille puis nous redescend un peu de nos petits nuages sur lesquels on était. Rapperswil, ils ont quand même un jeu qui gêne? Ouais, c'est une équipe
ça n'a pas les plus gros noms de la Ligue dans leur équipe, mais ils travaillent très fort et puis ils ont un bon système. Donc voilà, ça a fonctionné ce soir. Merci bien. Merci. On passe maintenant à Fribourg-Gotteron face à Ambry et Piotta. On vous avait proposé à la fin de notre émission de suivre la prolongation, mais on va se rappeler ce qu'il s'est passé avant dans ce match à la BCF Arena, puisque les Léventins, Florian, ont été, on va dire, bien inspirés du voyage qu'ils ont délivré pour mener 1-0. Mais là, c'est le but de Marco Müller. Reto Berra, il n'a pas pris les bonnes informations, on a l'impression. Oui, Ambry est bien rentré dans le match. On voit que c'est une équipe qui est assez en confiance quand ils ont eu des bons résultats. Et puis c'est vrai que là, c'est un but assez curieux. Müller qui met le puck un peu sur le but. Je ne pense pas qu'il comptait marquer. C'était une passe plutôt pour je pense que Kubalik. Berra a du mal évalué un petit peu le jeu sur ce coup-là. C'est un mauvais but. Et ça va peut-être mettre un peu de pression inutile sur ce début de match. Et les Léventins vont aller chasser et chercher le 2-0 inscrit par Diego Kostner. On notera que Gilles Reto Berra a perdu sa canne avant. Il se trouve un petit peu plus vulnérable pour ce but du revers de la crosse de l'Italien. Bon, par contre, il est extrêmement bien mis. Hein. Il coupe, là, il vient mettre du trafic devant le goal, il récupère un rebond et puis il y met en dessus de l'épaule. C'est clair que Berra sans canne, c'est un gardien plus vulnérable. J'ai l'impression qu'ils doivent se sentir à poil un peu sans canne, ces gardiens. Mais là, c'est clair, il n'y a aucune panique du côté, aucune précipitation. Il se dit, OK, je dois le mettre là où il fait un pivot et droitier, il le met sous la barre. C'est juste parfait. C'est un très joli but. Hein. Ah ouais. Honnêtement, la reprise, parfait. À ce moment-là, Fribourg prend conscience qu'il va devoir jouer, tout d'abord, qu'il va devoir travailler plus fort. Et les Fribourgeois entament leur remontée au score. Et souvent, ça passe, Florian, par un jeu de puissance, avec peut-être pas le plus beau de la saison, mais l'efficacité à la fin avec le but de Lucas Lotak. Ouais, c'est pas un but sur un jeu de powerplay posé, comme on a l'habitude de voir, mais je crois que Lotak, là, il ne s'est pas posé de questions. Il a reçu le puck dans le slot, il a envoyé le shoot. C'est un super shoot, en pleine lucarne. Je pense que c'est ce qu'il fallait à Fribourg pour les relancer. Ouais, c'est ce qu'il fallait parce qu'il y aura encore le 2-2 inscrit après un petit cafouillage. Stéphane un peu qui sautille devant la cage, encore en jeu de puissance et on retrouve encore le tac à la finition. Oui, le tac qui est bien placé. Regardez Julien qui essaye de la pousser au fond, jongle avec la rondelle. Un rebond favorable pour le tac. Et, bon endroit, au bon moment, regardez. Et puis qui hérite de cette rondelle. Cons il était un petit peu en retard sur son déplacement, le puck était sautillant, il n'a pas pu s'appuyer vraiment sur sa jambe gauche pour se déplacer. Et but en powerplay encore une fois, un puck démêlé devant le but. C'est pas un grand classique, mais ça fonctionne. Mais tu vois, les fins de passe, ça marche toujours. Encore une de plus, là. à leur non-volonté, on va dire, Gilles. On va le dire comme ça. Pour la suite, ce sont les prolongations. Et là, tout est possible. C'est Ambry qui a eu la meilleure chance juste avant. Et le duo Sprunger-Bikov qui se rassocie, Florian, pour donner la victoire et un troisième succès consécutif pour Fribourg dans leur antre de la BCF Arena. Ouais, on a vu que pour les prolongations, on a remis les copains ensemble quand même. Quand il faut aller chercher, ce dernier but, on remet Bikov avec Sprunger et puis on a vu que voilà, ils font le boulot, ils ont leurs petites habitudes et puis tant mieux pour les Fribourgeois. Hein. C'est clair que c'est André marque ce goal, là, super. Mais par contre, la passe de Julien, je veux dire, elle est dans l'esprit du jeu, quoi. André il plonge sur le goal, Julien il met une petite passe levée, contrôlée dans l'espace, c'est juste superbe. Oui, vitesse, Bikov a battu son opposant de vitesse. Il a été très bon parce que le gardien, ton frérot, là, il a voulu sortir la canne, mais c'était le bon jeu. Moi, je pense que j'aurais fait la même chose comme gardien parce qu'on s'attendait à ce qu'il feinte. Il allait au dernier moment, il a lifté le puck. Franchement, Bikov a été très bon sur ce coup-là. On a peut-être des craintes, Florian, pour Sprunger qui avait été sonné vendredi, qui n'a pas joué en coupe. Finalement, là, le voir décisif en prolongation, ça veut dire que ça va bien. Ouais, sur les peu d'images qu'on a vues, je crois qu'il me semble qu'on a vu Sprunger à chaque fois. Donc, on sait que l'importance qu'il a pour Gotteron. Donc, on est content qu'il aille bien et puis pour Fribourg aussi. Hein. Et vu qu'on parle du capitaine de cette équipe des Dragons, c'est lui qui est à l'interview. Julien Sprunger, est-ce qu'on peut dire que Fribourg a perdu un point ce soir? Je pense que sur les 63 minutes qu'on a joué, je pense que oui. On a fait un mauvais départ. Je crois que Ambry sont venus directement très fort. Ils ont réussi à marquer ces 2 goals rapidement.
Mais à partir du deuxième tir, on a réussi gentiment à passer l'épaule. On est revenu dans le match, le troisième tir, on a dominé totalement la période. Et puis on a eu des chances de marquer, c'est pas rentré malheureusement. Mais voilà, la victoire fait toujours du bien à la maison. Mais effectivement, je pense qu'on aurait pu prendre les 3 points ce soir. Et je pense que les 2 buts en situation spéciale font aussi du bien. Ouais, on sait que justement c'est très important ces situations. On a bien joué à 4 contre 5, on savait qu'Ambry avait le meilleur powerplay de la ligue pour l'instant. À 4, on a bien joué. Et puis sur le powerplay, on a eu 2 powerplays, on marque 2 goals. Donc 100% de réussite, c'est que positif et on voit ça aide l'équipe. Merci beaucoup. Et je crois que ça serait une tendance cette saison de devoir être travailleur pour venir à bout de cette équipe d'Ambry qui, on le disait en avant-match, Gilles, est la bonne surprise de ce début de saison et qui l'a encore prouvé ce soir en malmenant, ou plutôt en menant la vie dure à Fribourg. Oui, complètement. Ils sont bien organisés, ça travaille fort, ils gagnent sur la route, ils gagnent à la maison, ils ont 3 joueurs dans les 10 premiers au classement des compteurs, donc c'est pas anodin, c'est une équipe qu'il faut se méfier. Je ne sais pas les échos que vous avez du frère qui est sous Luca Cereda, mais on a décidé de faire confiance à cet entraîneur aussi sur le long terme, de mettre un certain projet, et ça semble déjà bien porter ses fruits, en tout cas dans ce que l'on voit. Ouais, c'est vrai qu'on a donné cette équipe à Cereda, et puis on voit qu'il fait du bon boulot. Hein. Je pense que là, c'est vraiment la continuité de l'année passée, où il a voulu mettre des choses en place. Et puis là, on voit que vraiment le système, c'est un système où il demande de l'implication à tout le monde. Je crois que c'est une équipe qui travaille énormément aux entraînements, hors glace, tout ça. Il est très exigeant du côté physique et puis de l'implication. Et puis on voit vraiment que là, ils ont des bons résultats avec ça, donc pourvu que ça continue. C'est une équipe qui joue sur un tempo très, très élevé. Il faut check à 2 hommes. Si vous regardez les matchs d'Ambry, c'est des matchs spectaculaires, c'est des matchs engagés, c'est des matchs où il se passe quelque chose, ça patine, c'est engagé. C'est pas la petite game défensive à la finlandaise qui marche très bien, parce que ça fait gagner des matchs puis des championnats, visiblement. Mais Ambry donne du spectacle, c'est des matchs ouverts, c'est des matchs engagés. Et la question de savoir sur toute la saison, est-ce qu'on pourra tenir un tel rythme avec un contingent aussi peu étoffé, je dirais. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. L'année passée, ils étaient plus mal partis que ça. Ils se sont rattrapés un peu par la suite. Et là, ils semblent vouloir tenir le rythme. Ils accrochent encore un point ce soir. Il faut le raconter avec Ambry, peut-être, pour les playoffs cette année? C'est tout le mal que l'on souhaite, bien sûr, à cette équipe du haut du Tessin. En parlant du Tessin, c'est la dernière rencontre à passer à notre crible et c'est Lugano-Zug. C'est finalement un petit peu le remake de ce qu'il s'est passé dimanche en coupe avec la victoire des Zugois au final, puisque les Tessinois menaient. Et ce soir, il y a eu moins de buts. Un seul but même, pour tout vous dire, qui suffit à la victoire. Mais il y a eu d'abord un énorme save de la part de Tobias Stéphane sur Maxime Lapierre. On joue les 7 premières minutes de jeu. Et là, Gilles, il vient voler le but à l'attaquant. On ne peut pas reprocher grand-chose à Lapierre au deuxième poteau. Déplacement de Stéphane, le gant au bon endroit. Et pour les photographes. Ouais, super. Moi, je crois que c'est... Alors, bien sûr que Stéphane fait l'arrêt, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Lapierre qui shoot dans la mitaine. Parce que quand vous êtes à 30-40 cm du goal, si vous shootez dans le trou, ça rentre. Donc ça veut dire que Stéphane arrive avec sa mitaine et voilà, il fait le mouvement au bon moment. Et c'est clair que vu comme ça, c'est un magnifique arrêt. Et Lapierre s'en veut, parce qu'il se dit non, c'est pas possible. Il a de quoi s'en vouloir parce que vu le déroulé de cette rencontre, eh bien, Zug va finalement passer devant à la 13e minute de jeu. On est toujours dans le premier tiers. Jolie vue de Marchini. On apprécie la passe, Florian, pour le but de Santeri à la Talo. Ouais, c'est joli, là, le petit jeu de Marchini. On voit, il est patient. Il fait la première feinte sur le premier défenseur. Il continue, il attend. Il attire bien les Luganais, deuxième poteau. Et puis... vraiment un joli but, ça. Il y a toujours des absents de marque du côté de Zug. Je crois que c'est ce que tu vérifiais, Stéphane, sur la feuille de match. Il y a toujours McIntyre, Rose, Stolberg qui ne sont pas là. Miroz Reed aussi en défense, mais ça tourne. Ils ont trouvé une certaine façon de gagner sans eux. On a un nouvel entraîneur là-bas. On se demandait ce qu'il va aller, etc. On s'est dit, on va essayer... Écoutez, il est démuni depuis le début de la saison. Et cette équipe-là gagne des matchs régulièrement sans ses meilleurs éléments. Puis c'est pas les moindres. Rose, Stahlberg, 2 meilleurs étrangers du championnat peut-être l'année passée, en tout cas parmi les 5 meilleurs. En défense, Tazrid et Moran qui sont pas là. McIntyre avait 5 matchs, 9 points à un moment donné. Et ils gagnent des matchs régulièrement. Ils ont battu 2 fois. Ils ont battu Lugano en coupe dimanche ou samedi soir. Ils rebattent encore Lugano. Mais là, on peut se poser la question, messieurs, du côté de Lugano, est-ce que ça va mal? Ça va très mal. Du
côté de Lugano, on a perdu les repères. Moi, je peux vous dire que ça va très mal. Greg Harlan, hier soir, a fait le cirque. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a un talk show tous les lundis soirs au Tessin, Télé Ticino. Et puis, il a carrément fait un cirque pas possible. Il a juré en nom. Il a dit des mots vraiment pas très jolis. Il a dit que Schmutz aurait mérité 20 matchs de suspension. Il n'est pas allé, pas 1, pas 2, pas 3, 20 matchs de suspension. C'est quasiment un assassinat et il a été fort désagréable, semble-t-il. Ce monsieur-là avait déjà été désagréable avec notre journaliste il n'y a pas longtemps, Régis Surf, et je pense qu'il sent la soupe chaude. Et là, honnêtement, il va arriver quelque chose. Ben, il y a encore quelques mois, il joue une finale, quoi. Donc, c'est incroyable, mais c'est ça. C'est toujours assez fou, mais ce n'est pas la première fois. Ça s'est passé la même chose à Berne. Oui, mais apparemment, c'est quelqu'un qui est habité par une certaine sérénité, là, en tout cas la saison passée. Et puis cette année, tout d'un coup, quand il voit que ça va mal, d'un coup, ça crie au loup dans tous les coins. Puis là, quand vous êtes joueur, avoir votre entraîneur qui vous insulte à longueur de journée, à un moment donné, vous ne l'écoutez plus, et puis le message passe pas, et puis voilà, quoi. Autant, c'est vrai, quand vous faites une finale comme ça, vous recommencez une nouvelle saison, vous avez quasi la même équipe, en tout cas pas moins forte. Je veux dire, un peu relax. Et je remarque qu'il y a une pression sur les entraîneurs en Suisse. Je ne sais pas si la pression est réelle ou si c'est l'entraîneur qui se met inconsciemment énormément de pression. Mais ça reste du sport. Je veux dire, on a le droit d'être relax un peu, puis travailler dans la sérénité. Florian, si on parlait de Peltonen, de Lausanne qui carbure pas, mais qu'on sent qu'il y a peut-être encore un déclic qui peut se passer, à Lugano, il y a quand même moins de francs de jeu pour l'instant. Il y a peut-être plus d'inquiétude finalement. Classement, ils sont aussi distancés, on le verra après. Ouais, c'est vrai qu'on sent vraiment cette équipe de Lugano à la peine. C'est clair, si on compare à la saison passée aux playoffs qu'ils font, on a l'impression de voir deux équipes différentes par rapport à Lausanne où c'est plus, si vous voulez, une continuité. Mais c'est vrai que pour l'entraîneur, je pense que ça ne va pas être évident. On sait aussi qu'à Lugano, c'est quand même assez bouillant. C'est le sang italien, hein, donc je pense que ça doit pas être évident. Là. La pression, il la sent, je pense. Oh oui, non, mais ça paraît. Mais ça doit être tellement dur. Moi, je les plains. Je les plains pas, ces gars-là, parce qu'ils gagnent bien leur vie, etc. Il y a des petits parachutes dorés assez sympas, mais c'est quand même pas facile. Je me mets à sa place. C'est vraiment ça le moment. On sait qu'il y a du côté de Lugano, il faut que tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, il n'y a pas de pardon, quoi. Ça fait donc 5 défaites en 6 matchs pour les Tessinois qui n'avaient su gagner finalement que 6-0 le match contre Rapperswil. Donc ça fait un petit moment aussi et qu'on sent peut-être le vent souffler derrière les oreilles de Greg Ireland. On va récapituler ce qu'il s'est passé dans cette soirée. Résultats et classement pour se rappeler que Fribourg a gagné en prolongation 3-2 contre Ambry, que Genève n'y arrive toujours pas à l'extérieur, défaite face à la lanterne rouge Rapperswil. Le seul petit but qui suffit au plaisir de Zouk pour signer un 3e succès de rang. Langnau-Lausanne, c'était notre match studio, succès aussi par un petit but d'écart des Emmentalois. Et le HC Bienne qui gagne 6-3 au Hallenstadion. Du coup, au classement, comme Berne ne jouait pas ce soir, et bien Bienne prend 3 points de plus. Zoug passe juste devant. Et au niveau des clubs romans, on a 6e Genève, 7e Fribourg et 9e Lausanne. Et vous regardez que quand même, il y a une petite différence qui est faite entre la 8e et la 9e place. Berne, on retrouve Langnau et Ambry, messieurs, 4-5, 5-6. Qui aurait parié ça? Mais là, il y a 12 matchs de jouer, on est au quart de la saison. Ça va vite, hein. Les matchs s'enchaînent quand même. Puis, statistiquement, on a regardé les autres années qu'après 12 matchs, si vous vous extrapolez sur l'ensemble du championnat, ça change très, très peu. J'ai regardé à chaque année, on prend une photo après le quart de la saison, après le premier tour à peu près, puis on étale ça, puis ça change en général très peu. Ça donne une bonne tendance. Ça donne une excellence. Et on a qui derrière, en dessous de la barre? On a Lugano, Davos, on s'y attendait. Lugano et Lausanne en dessous de la barre. Langnau, Ambry en haut. Moi, je trouve, honnêtement, pour notre championnat, je dirais enfin, peut-être une certaine parité, puis c'est pas toujours les mêmes qui se retrouvent en haut. C'est assez sympathique. Honnêtement, je souhaite pas de mal aux équipes en bas. C'est pas ça que je dis. Mais de retrouver ces équipes-là, qui gagnent régulièrement des matchs, qui présentent du beau hockey. J'aime bien ce que je vois de Langnau, j'aime bien ce que je vois d'Ambry. C'est cool. Franchement, c'est bien. Ça fait peut-être du bien d'avoir des surprises dans notre championnat. Puis bien de premier, il faut le dire, bien de premier. Non, mais ils ont pris l'habitude. Non, mais il faut le dire quand même, bien de premier, facile en plus. Vous avez vu, 6 points d'avance. Oui, premier, puis ils ont quoi? 30 points. 30 points. 13 matchs joués, 30 points, chapeau. Hein. Ils sont sur une allure de 120 points. Bon, on va parler de ça. Je disais ça de Berne l'année passée, ils ont fait patate au 4e tour. C'est intéressant de voir, c'est que c'est des équipes qui sont un peu dans leur coin puis qui font un super boulot, je trouve, depuis quelques années, justement. On a parlé d'Ambry qui essaie de développer avec Chereda. Bienne, c'est un peu la même chose. Donc,
Cool. Chapeau à eux, hein. Ouais. C'est cool. Ouais, on inverse le truc. Berne est toujours en haut, mais on inverse un peu le classement. Non, c'est pas mal. On jouait aussi en Swiss League ce soir. Voici les différents résultats qu'il y a eu sans problème pour Ajoie du côté de la Zug Academy. Par contre, ça a été serré entre Langenthal et la Chaux-de-Fonds, avantage au domicile. Les Getseka Lions sont allés battre une équipe de Turgovie qui est un petit peu à la dérive et les Ticino Rockets sont remportés le match du fond de classement face à Winterthur. Là, Ajoie premier, deuxième Chaux-de-Fonds. Viège aussi réalise un très bon début de saison. On a Holton qui annonce peut-être une grosse équipe cette année qui est quatrième et Cloton huitième, on en a parlé l'autre jour, qui jouera demain. D'ailleurs, ça sera notre prochain rendez-vous, à savoir le studio de Swiss League Cloton Holton demain à 19h25 et pour la National League, eh bien rendez-vous vendredi pour la prochaine soirée. Merci Gilles Montandon, merci Florian Kohns, merci Stéphane Rochette, un merci aussi particulier pour Alizé Lichty qui était en notre compagnie ce soir à la régie et passez une très bonne soirée. Le hockey revient dès demain sur MySports. Passez une très bonne nuit et à tout bientôt. Bye bye.